Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN et pour cette vidéo-ci, il va être question de quoi faire quand nos correspondances ADN, donc nos matchs sur les sites de tests ADN, n'ont pas d'arbre généalogique de lié à leur test. Donc c'est quoi les petits trucs qu'on peut faire pour quand même réussir à identifier la personne, même si elle n'a pas d'arbre ou que son arbre est très minimal. On va y aller avec quelques trucs à présenter. Le premier, je l'indique même si c'est une évidence, là, mais le premier truc, c'est de contacter ces gens-là. Évidemment, vous allez me dire si si vous avez cherché cette vidéo-là, c'est peut-être parce que vous n'avez pas réussi à les contacter ou les personnes sont réfractaires. Mais je l'indique quand même en premier parce que c'est tout de même le premier réflexe qu'on devrait avoir. C'est sûr que si la personne ne met pas son nom, son prénom, il y a juste des initiales avec des chiffres, on se doute que la personne veut pas être contactée si elle cache son nom et son prénom. Mais quand même, je le mets en premier parce que c'est tout de même le premier réflexe qu'on devrait avoir. On perd rien à demander. Au pire, on a un refus, mais au moins on a demandé. Et dans mon cas à moi, ça m'arrive même fréquemment là, dans les derniers temps, de trop vouloir trouver d'autres façons d'y aller par moi-même, alors que des fois quand je me dis bon, je vais essayer quand même de les contacter, mais ça marche plus souvent que je pensais. Donc c'est quand même la première chose à faire. Évidemment, je le mets en premier un peu pour se débarrasser aussi parce que, comme je disais, souvent, ben, la personne ne veut pas être contactée, la personne ne répond pas, elle voit même pas le message, donc ça prend d'autres trucs. Mais ça doit quand même être le premier réflexe qu'on devrait tout de même avoir. Il faut pas oublier aussi que ça fait quand même quelques années qu'il y a des tests ADN. Souvent, les gens ont peut-être même insisté pour tester leurs parents ou leurs grands-parents. Donc, ça se peut aussi que la personne soit tout simplement décédée ou qu'elle soit vraiment rendue trop vieille pour être sur Internet ou des choses comme ça. Donc, des fois, c'est pas juste un refus parce que la personne s'en moque, mais il y a peut-être d'autres raisons. Mais tout de même, ça devrait être le premier réflexe si on veut savoir comment la personne correspond avec nous, de la contacter. Le deuxième truc que je donnerais, ça serait soit d'aller sur les autres sites de test ADN ou même sur le même site de test où est-ce qu'on est, d'aller voir la liste des autres matchs et idéalement des matchs en commun, mais sinon même la liste générale des matchs pour essayer avec le même nom de famille de la personne, si elle a indiqué son nom complet. Il est vraiment pas rare que même sur le même site, il y ait un frère, une sœur, un cousin proche, qui cette personne-là, qui a peut-être moins de centimorganes avec soi-même, elle va mettre un arbre complet où est-ce qu'il va avoir le nom d'une personne qui correspond avec plus de centimorganes. Donc ça veut pas dire qu'une personne est dans le top 5 ou top 10 de nos matchs, que y a rien à faire. Souvent, en tout cas plus souvent qu'on pense, il y a des parents relativement proches qui ont un arbre et il va y avoir à ce moment-là la personne qu'on cherche. Donc, ne pas hésiter soit à juste passer son tour et y revenir plus tard, et à mesure qu'on va descendre la liste des matchs, les mystères vont peut-être se résoudre d'eux-mêmes avec un enfant du testeur ou un cousin, et à ce moment-là, la réponse va venir d'elle-même. Et évidemment, mais sur d'autres sites aussi, parce que les autres sites de test ADN ont des bassins de testeurs souvent très différents. Et si un frère teste sur un site, ben, il n'est pas rare que l'autre frère ou la sœur va tester sur un autre ou même le parent. Donc, ne pas négliger d'aller sur d'autres sites pour voir si ce nom de famille-là ou même le match lui-même est un doublon sur un autre site. D'ailleurs, c'est mon prochain truc. Il se peut que certaines personnes soient sur plus d'un site, donc je les appelle les doublons, et l'arbre généalogique est peut-être sur l'autre site. Donc, c'est pas tout le monde qui veut maintenir 2, 3, 4 arbres généalogiques en parallèle. Souvent, une personne a une préférence pour un site et va mettre à jour son arbre peut-être sur un site plutôt qu'un autre. Donc, ne pas négliger d'exporter son test et de l'importer ailleurs. À ce moment-là, on peut avoir accès à une autre liste de correspondance, et soit la personne elle-même est en doublon là-bas ou un parent proche qui ont des arbres de leur côté. Un autre truc, mais c'est simplement rechercher sur le web, donc sur Google ou un autre moteur de recherche. Et souvent, si on a seulement le nom de la personne ou même l'âge et la ville, souvent la personne va avoir une tranche d'âge ou va stipuler une ville,
ben c'est peut-être pas beaucoup d'informations, mais peut-être que pour Google, c'est juste assez pour trouver des indices un peu plus pertinents. C'est sûr que souvent, ça va prendre le nom un peu plus complet. On souhaite qu'il soit pas trop général comme nom, donc c'est sûr que ça fonctionne un peu mieux avec des noms plus rares. Mais on pourrait être étonné des fois que la personne a un blog ou a figuré dans un article de nouvelles, il est arrivé un événement dans sa ville et la personne apparaît dans un article de nouvelles de l'époque ou elle a elle-même un site web. Donc ne pas négliger non plus, parfois on peut être étonné de retrouver facilement une personne simplement en cherchant sur le web directement avec son âge, sa ville et son nom. Ceci dit, une petite réserve, à partir du moment où on trouverait la personne ailleurs que sur le site de test, où est-ce que la personne a fait son test ou un de ses tests, à ce moment-là, je ne contacte pas la personne. Je respecte la décision de la personne de ne pas avoir indiqué ces informations sur le site de son test. Si j'arrive à quand même trouver la personne ailleurs, à ce moment-là, je la contacte pas. Si je trouve son email ailleurs ou elle a un blog ailleurs ou quoi que ce soit, c'est hors du contexte de son test d'ADN. Si c'est par mes propres moyens que j'ai découvert la personne, je me garde une petite gêne, comme on dit, et puis je ne contacterai pas la personne pour avoir les détails. Je trouve ça important de ne pas se mettre à espionner les gens et leur dire je crois que tu es la personne qui était sur l'autre site. Je vois pas jusque là. Donc petite parenthèse. Aussi l'autre petit détail que je pourrais ajouter, c'est qu'évidemment si on trouve la personne elle-même, on n'a pas son arbre ailleurs. Donc si elle a un blog ou si elle sort dans un article de nouvelles de sa ville, évidemment il n'y aura pas son arbre généalogique, mais c'est dans le but d'avoir des éléments de recherche. Donc, avoir davantage de détails pour continuer plus loin. Donc, c'est dans cette optique-là. Sinon, on peut y aller avec les noms de branches en commun. Ce que j'entends par là, c'est idéalement de chercher les correspondances en commun avec cette personne-là. Donc, si on a une personne une personne mystère, on clique entre elle et nous, voir c'est qui les autres correspondances communes entre elle-même et nous. Et à ce moment-là, on peut parfois, là, si on a déjà commencé le travail suffisamment, notamment avec la méthode Leads, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez aller voir. Donc si on a quand même déjà prédivisé nos matchs en 4 groupes, ben on peut déjà isoler une branche plus qu'une autre. Et si on essaie de rentrer le nom de famille de cette branche-là, là, qui nous appartient, avec le nom de la correspondance, ben des fois juste cette recherche-là fonctionnerait directement. Ou sinon, on peut rajouter obituary ou décès. Donc, vous vous douterez que c'est un peu plus dans le contexte québécois, là, où est-ce que souvent les provinces anglophones du Canada ou si vous avez eu des ancêtres qui ont migré en Nouvelle-Angleterre ou aux États-Unis, ben de chercher obituary ou réessayer la recherche avec décès, donc dans les deux langues, peut aider à trouver la personne ou qui figurait dans une fiche de décès, donc un parent, un grand-parent qui est décédé, et à ce moment-là, ben, ça donne une bonne partie de l'arbre généalogique qui ressort. Ensuite, les réseaux sociaux. Je le mets un peu loin dans la liste, mais c'est souvent une étape que je fais un peu plus proche. Donc, un des sites, un des réseaux sociaux qui fonctionne très bien, mais c'est Facebook, parce que c'est un des plus anciens. Et même si vous trouvez la personne et que la personne a bloqué son profil, ben ça veut pas dire que les informations sont bloquées aussi. On peut dire soit heureusement ou malheureusement pour ces personnes-là, mais heureusement pour nous. Il y a certains paramètres comme la photo de profil ou les images les grandes images en haut de bannière. Souvent, ces photos-là sont publiques et on ne peut pas décider de les mettre privées. À ce moment-là, quand les gens viennent commenter, malheureusement pour ces personnes-là, ben ça se ramasse public. Tant qu'on est abonné, tant qu'on a un compte Facebook et qu'on se connecte à Facebook, ben il y a certains trucs qui sont publics si on veut à tous les inscrits sur Facebook. Et à ce moment-là, ça devient un peu public. Donc, ben c'est ça, on peut chercher le pseudo aussi. Là. Je parle peut-être pas de Facebook, mais de Twitter ou les autres réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Si la personne a utilisé un pseudonyme sur le site du test ADN, mais si on reprend ce même pseudonyme-là, évidemment, c'est plus par une recherche web qu'on la trouverait, mais elle est peut-être sur un réseau social avec le même pseudonyme
À ce moment-là, on peut peut-être accéder à une photo ou d'autres détails par cet autre site-là ou réseau social où est-ce qu'elle est. Mais sinon, par Facebook aussi, on peut trouver beaucoup plus d'informations. Entre autres, les amis en commun. Donc, on peut voir la fiche de la personne. Il y en a même qui vont jusqu'à mettre leur famille. Là, je parle encore de Facebook. Donc, ils vont mettre des fois directement leur famille proche. C'est une option que Facebook donne. Ou sinon, par les amis en commun, s'il y a un nom de famille qui revient, ça peut aussi être un bon indice. Et encore là, ce sont des infos, heureusement ou malheureusement pour ces personnes-là, ce sont des infos publiques, tout dépendamment comment ça a été configuré. Sinon, le meilleur truc là, qui est c'est un peu malaisant, là, je vais dire là, en anglais, il dirait cringe un peu, ou peut-être même ça ressemble à du stalking un peu. Mais comme je disais, moi ma règle d'or c'est de ne pas enfreindre. Tu sais, je suis pas un pirate là, donc j'irai pas essayer d'aller chercher des informations qui normalement seraient pas accessibles. Ma règle d'or c'est si je fais juste cliquer des liens sans passer par aucun subterfuge et que simplement en cherchant des mots ou en cliquant des liens, j'arrive à des informations, ben je considère que les informations sont publiques. Un peu comme je disais, malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous. Et à ce moment-là, sur les commentaires de photos, ça peut être simplement qu'une tante ou une grand-mère ou un parent sur une photo de profil que la personne a mis, donc photo un peu plus publique par défaut. Mais si la personne passe un petit commentaire pour dire que ah, c'est une belle photo de toi, mon cher fils ou ma chère fille, ben on a déjà un gros indice et en cliquant cette personne-là, peut-être que la personne qui a mis le commentaire, ça lui dérange moins d'avoir d'autres infos plus publiques et à ce moment-là, on pourrait par cette personne-là accéder à une liste plus grande d'amis en commun où cette personne-là a mis sa famille sur Facebook. Donc c'est souvent une mine d'informations, mais comme je disais, ça peut être un peu étrange de faire ça. Et oui, au début, c'est un peu malaisant de le faire. Mais évidemment, là, il faut se donner certaines normes et respecter la vie publique des gens. Donc, c'est pas de faire des screenshots de ça puis les envoyer, les mettre sur un arbre Ancestry public. Il faut faire attention avec l'information qu'on a trouvée. Surtout si par défaut, là, je reviens avec l'exemple de Facebook, il faut quand même être inscrit sur le site avant d'accéder à des informations. Il y a certains paramètres que si on n'est pas logué dans Facebook, on peut pas voir. Donc, c'est évidemment de ne pas diffuser ça. Mais à partir du moment où on fait partie du même réseau social, et que tout ce qu'on fait comme recherche, c'est de rentrer des noms et de cliquer des liens. Mais si de fil en aiguille, on arrive à avoir des informations, ben c'est quelque chose qui est, à mon sens, quand même relativement public. Ensuite, un dernier petit truc, ben ça serait de faire leur arbre. Donc, des fois, la personne a aucun arbre. Des fois, la personne va avoir un arbre, mais qui n'est pas lié au test. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Là. Des fois, si on fait juste cliquer la correspondance, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arbre, mais c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas lié l'arbre au test. Ou des fois, donc la personne pourrait avoir mis juste le nom de son père ou sa mère, ou juste directement ses deux parents. Des fois, au début, j'étais un peu découragé quand je voyais ça, mais finalement, dans la majorité des cas, c'est suffisant. Juste d'avoir même le nom d'un parent, s'il y a les deux parents, ben, c'est encore mieux. Et même si on voudrait avoir là, toute la suite de l'arbre jusqu'à remonter à son ancêtre commun à nous, mais d'avoir déjà un ou deux parents, des fois, faire leur arbre. Donc, ils appellent ça en anglais Quick and Dirty Tree. Vous pourrez chercher, il y a d'autres articles de blog, d'autres vidéos qui parlent de ça. C'est simplement, en fait, là, notamment sur Ancestry, de créer un arbre et de le faire rapidement. Là. Ça veut dire ne pas normalement son arbre à soi-même. Je vous le souhaite en tout cas de faire les recherches généalogiques en bonne et due forme, donc avec des actes, avec des recensements, donc des données. C'est pas juste d'ajouter des prénoms avec des dates, là, des noms et prénoms avec des dates. Un vrai arbre généalogique, il faut toujours valider les sources, les recensements, des actes de baptême, de mariage, tout ça, pour faire son arbre. Mais quand on fait l'arbre de quelqu'un d'autre, là, ça peut paraître décourageant et dire ben c'est pas à moi de le faire, mais en fait, si vous voulez vraiment l'information, ben oui, c'est à vous de le faire. Parce que c'est pas de contacter la personne et dire fais ton arbre. Si c'est vous qui voulez avoir l'information, malheureusement, c'est à vous de faire l'arbre, mais de le faire rapidement. Avec les outils des fois que les sites de test ADN vont donner, ils vont vous donner des indices rapidement, juste à rentrer des noms et des dates, sans vous soucier des recensements, des actes notariés, des baptêmes, des mariages. On fait juste ajouter les noms
Et avec les indices automatisés, là, semi-intelligents que les sites vont donner, ben généralement quand même, ça va donner la piste. Et en effet, ça va remonter à un nom que vous allez un peu plus reconnaître. Et à ce moment-là, là, vous pouvez y aller avec la vraie généalogie en bonne et due forme en cherchant, là, une fois que vous avez atteint un nom de famille qui vous est familier dans votre arbre, ben là, c'est d'y aller avec les recensements, les actes de baptême, mariage, décès, les fiches de nécrologie sur le web et tout, donc une vraie généalogie en bonne et due forme. Et ben, souvent, il y a beaucoup plus de succès qu'on pense à faire ça. Et c'est pas si long que ça. Donc, ça peut être décourageant de dire, moi, c'est long faire mon arbre à moi, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans, pourquoi je ferais l'arbre des autres gratuitement? Mais quand on parle de la méthode que je mentionne, là, juste d'y aller rapidement avec les indices automatisés, souvent, ça prend moins d'une heure. Donc, évidemment, ça aide quand on a l'abonnement sur le site. Là. Donc, quand les indices arrivent automatiquement, c'est souvent parce qu'on paye sur le site, là, mais ça vaut le prix parce que ça peut aller en bas d'une heure, on peut trouver la personne. Au début, j'étais découragé, j'étais un peu réfractaire à le faire en me disant, moi, c'est long faire le mien, pourquoi je ferais celui des autres? Mais bon, je me suis un peu résolu, comme je vous disais, dans le fond, c'est moi qui veux l'information. Ben, c'est à moi de faire là. Donc, c'est un peu les trucs que je voulais vous donner quand la personne a pas d'arbre du tout ou son arbre est très, très, très succinct, très bref, avec seulement un ou deux par an. Ben, c'est les trucs à faire un peu dans l'ordre ou dans le désordre. Mais c'est ce que moi je fais. Et généralement, avec ces pistes-là, je dirais que mon taux de succès est en haut de 70%. Là. Il reste toujours un petit 30-20% qui sont des mystères. Mais généralement, en tout cas dans le contexte québécois, encore une fois, je ne sais pas trop en Europe là, si ces trucs-là peuvent s'appliquer. Mais dans le contexte du Québec, généralement, ça va sortir en haut de 70% là, des gens qu'on va finir par résoudre le mystère, soit par un autre proche parent sur un autre site ou plus bas dans la liste de matchs. Donc, faut pas négliger ces trucs-là. Et voilà, c'était le sujet de cette vidéo-ci. Je vais vous inviter à aller voir d'autres vidéos que j'ai fait. Il y en a qui parlent notamment de tenir un tableur pour justement répertorier toutes ces informations-là qu'on va chercher. Ou tout simplement de faire un petit graphique pour placer les correspondances dans son arbre à soi. Et il y a plein d'autres vidéos aussi que j'ai fait depuis les dernières semaines, donc je vous invite à aller les voir. Je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.